Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Aujourd'hui, je vais vous parler du relatif et de l'absolu et de la sémantique générale d'Alfred Korzybski, qui à mon avis a fait un pont très intéressant et très profond entre le domaine du relatif et de l'absolu, et pour essayer de comprendre en fait comment est-ce que l'absolu est décrit par notre vision relative et comment est-ce que notre vision relative est un produit de ce qu'on pourrait appeler l'absolu. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, ce qu'on se demande profondément, quand on réfléchit sur ces sujets-là, c'est au fond, qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que la nature du réel? Et qu'est-ce qu'on peut savoir du réel? Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Cette vidéo est une sorte de remake ou d'approfondissement de ma vidéo Le vrai n'est qu'ancrage hypnotique, qui était ma première vidéo doxologie. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'au moment où j'ai fait cette vidéo, il y avait pas mal de choses que j'ai découvert par la suite que je ne connaissais pas encore à ce moment-là. Et ce que je trouve assez fantastique, c'est que je connaissais de nom Alfred Korzybski et j'avais entendu parler de sémantique générale, mais au fond, je ne savais à peu près rien de ce que c'était concrètement, de quoi ça parlait, de quel était le cadre théorique de la sémantique générale, etc. Et, et ce qui est assez amusant, c'est que avec le recul, je vois le type d'idées que je commençais à développer dans l'œuvre d'écancrage hypnotique, et qu'est-ce que j'essayais de modéliser, et je me rends compte qu'au fond, même si mon idée manquait peut-être de rigueur et de formalisation, elle était au fond assez proche de ce que développe Alfred Korzybski dans la sémantique générale. Donc d'abord, j'ai envie de vous parler un peu de Korzybski. Korzybski, en fait, c'est quelqu'un qui a essayé de développer un nouveau mode de pensée ou un nouveau mode de compréhension du monde et de notre propre compréhension de comment est-ce qu'on comprend le monde. En fait, il a développé ça notamment parce qu'il pensait que ça pouvait être une réponse à la guerre et aux violences et aux incompréhensions entre les êtres humains. Et il avait beaucoup de mal à comprendre en fait comment est-ce que l'être humain arrivait à se développer autant sur le plan technologique et sur le plan formel, et comment est-ce qu'il pouvait y avoir une telle évolution de la technologie, mais qu'en même temps en fait l'être humain semblait rester toujours aussi peu sage et être aussi archaïque dans ses modes de communication et ses modes de relation avec les autres êtres humains. Et en fait, il a essayé de développer une approche justement de la compréhension du sens, de la compréhension du langage, qui pourrait avoir des aspects pratiques et qui serait une sorte de guide pratique pour prendre plus de recul sur les choses, prendre plus de recul sur nos représentations, prendre plus de recul sur comment est-ce qu'on voit le monde et sur comment est-ce qu'en fait on a tendance à surgénéraliser et à trop s'identifier aux catégories virtuelles qu'on crée pour essayer de comprendre le monde. En fait, il nous invitait à nous méfier des théorisations, des abstractions. Moi, ce que je trouve vachement intéressant, en fait, avec cette approche, et c'est là où je trouve que j'y vois beaucoup de ponts avec ce que j'ai essayé de faire, et je dirais même que, Korzybski, j'ai l'impression, de ce que j'en connais en tout cas pour l'instant, est une sorte de précurseur de ce que moi, de mon côté, j'ai commencé à vouloir essayer de faire. Donc je pense en fait que, globalement, il a eu à peu près le même genre d'idées, à son époque, et que d'une certaine manière, je suis en train de redécouvrir par mes propres moyens certains des principes qu'il a voulu poser, même si je pense qu'il y a aussi d'autres choses que j'explore qui n'ont pas forcément été explorées par Korzybski, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un parallèle dans nos démarches. Et oui, en fait, Korzybski pensait qu'avec sa façon de concevoir le monde, avec sa façon d'interpréter comment on interprète les choses, il y aurait moyen en fait de créer un monde où les gens seraient plus sains mentalement. En fait, ça pourrait permettre de, comment dire, guérir ou en tout cas, éviter les maladies mentales. D'ailleurs, il avait titré, son livre de présentation de la sémantique générale, «Science et sanité», et la sanité est un sujet qui, en tout cas de ce que je sais pour l'instant de lui, a l'air assez important dans ses travaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces idées ont aussi été popularisées par un auteur de science-fiction qui s'appelle A.E. Van Vogt et qui a écrit un livre qui s'appelle Le monde des non-A, non-A pour non aristotélicien, où en fait il essaye en quelque sorte de, présenter un monde futur potentiel où les théories de la sémantique générale de Korzybski auraient été, popularisées et seraient devenues une sorte d'institution, et en fait, dans ce monde-là qu'il a inventé,
il y aura une colonie d'êtres humains qui aurait terraformé Vénus et en fait qui vivrait sur Vénus et tous les êtres humains qui vivent sur Vénus, ont la particularité de maîtriser la sémantique générale à des niveaux élevés et ça fait qu'ils vivent dans une sorte un peu d'utopie, où ils ont une organisation, très déstructurée, très anarchique, mais où quelque part, chacun spontanément, arrive à trouver sa bonne place, à fonctionner harmonieusement avec les autres, d'une manière saine, sans créer de conflit, sans créer de tension. Enfin voilà, il y a pas de guerre, il y a pas de meurtre a priori, il y a pas de violence particulière, dans le monde des pratiquants du nom A, dans le roman de, A.E. von Vogt. Et aussi, il essaye de présenter dans son roman un personnage en fait qui, fonctionnerait depuis une vision du monde qui serait non aristotélicienne, donc qui serait conforme aux principes de la sémantique générale et donc il fait des spéculations et il essaie de raconter une histoire, avec ce postulat-là. Et donc c'est assez, intéressant en fait de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ce que je trouvais dommage, c'est que dans ce roman en fait, la sémantique générale est présentée d'une manière assez, idéalisée, assez, je sais pas comment dire, utopique, un peu fantasmée et on nous présente finalement assez peu d'applications, concrètes un peu rigoureuses. Ça, il a eu tendance à privilégier un peu plus, l'histoire, par rapport à la rigueur, ce qui peut se comprendre en tant que scénariste, mais bon, j'étais un petit peu déçu en lisant ce livre-là pour cette raison. Alors, là, si vous voyez, je suis devant un modèle, donc une abstraction justement, qui représente en fait ce que Alfred Korzybski a appelé le modèle différentiel structurel. Et donc le modèle différentiel structurel, qu'est-ce que c'est? Et là, ça décrit différents niveaux d'abstraction euh, qu'on va, qu'on va utiliser, disons, inconsciemment en général, lorsque on essaye de comprendre le monde. Et l'idée, c'est justement de rendre l'inconscient conscient et donc de conscientiser quels sont les différents niveaux d'abstraction que l'on utilise pour se représenter le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans ce schéma-là, vous avez vraiment le lien entre le relatif et l'absolu et comment est-ce que les représentations émergent de la réalité, donc qui est le niveau en haut, le niveau des processus, ou le niveau des événements, et comment est-ce que cette réalité produit des représentations qui elles-mêmes essayent d'interpréter la réalité. Il y a une forme de relation comme ça entre les deux qui va dans les deux sens. Et ce que je trouvais fantastique aussi dans cette représentation, c'est qu'on peut y retrouver deux types d'approches pour essayer de comprendre l'existence et pour essayer de comprendre ce que j'aime à appeler Dieu, en fait. Dieu qu'on pourrait qualifier comme étant euh, le réel lui-même, si ça a un sens, ou en tout cas ce qui transcende complètement toutes nos capacités de représentation. Et en fait, on pourrait dire que euh, dans la sémantique générale, c'est pas tellement que ce niveau-là sera le niveau de Dieu, mais ce sera un peu le niveau de la vision de Dieu, en quelque sorte. Quand on est au niveau des processus, au niveau des événements, enfin si on pouvait y être, en fait on ne peut pas y être, mais on imagine qu'on pourrait y être, si on y était, en fait on verra le monde exactement avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire avec tous les angles d'approche, toutes les perspectives, toutes les possibilités, tous les niveaux de détail à l'infini. En fait, notre niveau de vision, notre niveau de compréhension serait tout simplement infini, puisqu'il serait comparable à celui de Dieu. En fait, j'aime à dire d'ailleurs que qu'est-ce que c'est que le réel fondamentalement? Bah, pour moi, le réel, ce serait un état théorique qui, à mon avis, est concrètement impossible, parce qu'en fait, c'est une impossibilité métaphysique, mais en gros, c'est une sorte d'état théorique ou de vision théorique absolument nécessaire pour rendre possible tout le reste, mais que personne ne pourra jamais expérimenter d'une manière consciente. Aucune conscience ne pourra jamais expérimenter ça, parce qu'en fait, le simple fait d'être une conscience implique d'observer quelque chose de l'extérieur, et si on observe quelque chose de l'extérieur, alors du coup, on a un point de vue situé qui implique un certain nombre de limites dans notre capacité à appréhender les choses, et voilà. Donc c'est un stade, c'est un état, c'est un niveau de compréhension qui, en théorie, est totalement inatteignable, mais qu'on a besoin de théoriser, parce qu'il doit nécessairement sous-tendre tout le reste. Et donc, ce niveau qu'on pourrait appeler le réel, du coup, je considère que si on veut en donner une définition, à mon avis, soutenable, ce serait simplement
la combinaison absolument parfaite, sans aucune forme de simplification, de réduction, de tout ce que vous voulez. Ce serait la combinaison absolument parfaite de tous les points de vue possibles situés, donc tous les points de vue d'une conscience qui observera heu, le monde entier, à n'importe quelle époque, n'importe quelle conscience qui a jamais vécu, qui vivra jamais, de tout le temps, de tous les lieux, de toutes les dimensions et tout ce que vous voulez. En fait, c'est tous les points de vue en même temps sur tout. Et tous les points de vue en même temps sur tout, c'est cela le réel. Autant vous dire que si qui que ce soit prétend vous parler du réel ou de la réalité en vous vendant une narration quelconque et en prétendant que, il a la réponse définitive, c'est, disons, très étonnant parce que ça impliquerait en fait qu'il aurait réussi à, combiner en des mots exprimables tous les points de vue possibles et imaginables de tous les temps, sur tout, quoi. Autant dire que c'est un sacré gros travail, quoi. Et surtout qu'il faut bien comprendre que quand je dis point de vue de tout, en tout temps, sur tout, c'est pas forcément des points de vue d'êtres humains, c'est même pas forcément des points de vue d'animaux ou même pas forcément des points de vue d'extraterrestres, hein. Ça, en théorie, des systèmes ou dans le paradigme informationnel, je vais, développer peut-être dans une prochaine vidéo ce que c'est que le paradigme informationnel. Dans le paradigme informationnel, qui est celui de la systémique, on considère en fait que absolument tout ce qui est perceptible ou descriptible, ou tout ce qui peut être considéré comme une entité, mais vraiment tout, a la propriété d'émettre de l'information et aussi de pouvoir en recevoir. Et donc si on considère que émettre et recevoir de l'information, c'est déjà avoir une forme de conscience, c'est déjà avoir une forme de point de vue, alors potentiellement, n'importe quel atome et n'importe quelle particule de l'univers pourrait être d'une certaine manière considéré comme quelque chose ayant une conscience ou en tout cas une perception. Et donc, il faudrait inclure la perception de n'importe quelle particule de l'univers et peut-être même d'entités dont on n'a même pas connaissance aujourd'hui en physique, pour se représenter cette chose-là. J'ai pris un peu de temps pour développer cette idée, mais c'est vous dire en fait, voilà ce que c'est que le réel. Et toute personne en fait qui ambitionne d'atteindre le réel, à mon avis, est dans un niveau on dirait d'illusionnal en anglais, dans un niveau ouais, de désillusion, de délusion, qui est à mon avis totalement fantastique. Et donc, puisqu'on ne peut pas accéder au réel directement, comment est-ce qu'on fait avec nos maigres moyens d'êtres humains pour essayer de développer, disons, des approximations, des visions du monde, des cartes sur le monde, qui nous permettent de fonctionner d'une manière à peu près correcte et harmonieuse dedans, tout en devant assumer en fait toute l'imprécision, tous les arrangements en fait qu'on doit faire avec le réel pour pouvoir fonctionner. Déjà, en fait, quand on comprend qu'à chaque fois qu'on essaie de comprendre les choses, c'est ce type de processus qui s'opère, qu'on est en train, en fait, d'empiler des abstractions plutôt que de parler directement de la réalité, en fait, on comprend profondément que la carte n'est pas le territoire, et la carte n'est pas le territoire. C'est une des phrases phares de Korzybski, parce qu'en fait, elle est extrêmement importante et elle résume, au fond, toute sa pensée. Et il faut bien faire attention avec cette idée de la carte n'est pas le territoire, parce qu'on pourrait penser assez simplement, en fait, c'est une notion très fine, hein. La carte n'est pas le territoire, c'est une notion de niveau jaune sur la spirale dynamique. En fait, tout ce modèle, toute cette vision du monde de la sémantique générale est une vision de niveau jaune. Et donc c'est une vision en fait qui relie le relatif et l'absolu, donc qui relie un peu une approche qui cherche à décrire les choses, en même temps une approche qui déconstruit. Donc il y a vraiment en fait la synthèse des deux. C'est en quelque sorte de l'intégratif, et c'est quelque chose que je vais sans doute développer dans la partie 2 de cette vidéo. Et donc oui, c'est une pensée qui est assez subtile, assez profonde. Et c'est facile en fait quand on entend «la carte n'est pas le territoire» de croire que ce que ça dit c'est, il y a toujours, une certaine imprécision dans les cartes, il y a toujours, comment dire? Il y a des histoires de probabilité, il y a de l'incertitude, il y a voilà, c'est facile en fait de le prendre comme un simple manque de précision. Alors qu'en fait, «la carte n'est pas le territoire», ça dit beaucoup plus que ça. Ça dit qu'il y a une différence fondamentale et qualitative entre ce qu'on pourrait appeler le réel et les représentations qu'on se fait du réel. C'est-à-dire que ce sont des entités qui évoluent littéralement sur des plans différents. Et d'ailleurs, vu qu'il y a plusieurs niveaux d'abstraction, bah, en fait, il y a, plusieurs niveaux de compréhension du réel et tous ont des propriétés, des qualités qui sont différentes.
Et donc, c'est vraiment se dire que la carte n'est pas le territoire, c'est se rendre compte qu'à chaque fois qu'on prononce des mots, qu'on crée du symbole, qu'on crée du sens, on est en train, en fait, de quelque part opérer une sorte de processus magique et de s'imaginer d'une certaine façon que les mots sont les choses et que les choses sont les choses au-delà de ce qu'on perçoit. Parce que même ce qu'on pourrait appeler les choses au-delà des mots, c'est toujours pas le réel en réalité. Et donc, on pourrait dire que, ça a été décrit notamment par la spiritualité, mais c'est un principe qu'on pourrait généraliser à toute, tentative de connaître le monde de l'être humain. On pourrait dire qu'il y a 2 types d'approches. Donc il y a les approches apophatiques et les approches cataphatiques. Alors ce sont des mots un peu compliqués. En fait, l'approche, cataphatique, c'est une approche qui s'intéresse en fait à la nature de Dieu en décrivant ses caractéristiques. Il est omniscient, omniprésent, omnibénévolent, et cetera et il est un certain nombre de choses, il fait un certain nombre de choses. Et l'approche, apophatique s'intéresse à ce que Dieu n'est pas, et donc ça va être plus, des approches par un peu la déconstruction. En fait, dès qu'on arrive à fixer notre esprit sur quelque chose et à se dire: «Ah bah tiens, ça pourrait être un attribut de Dieu», en fait, on dit: «Bah non, Dieu en fait, il est pas ça, il peut pas se résoudre à des concepts, à des catégories, à ce qu'on peut se représenter. Il est plus que ça, il est au-delà de ça, il est autre chose que ça». Et donc l'approche, cataphatique, on pourrait dire que c'est une approche qui ressemble un peu plus à l'approche orientale, quoi. Et c'est une approche un peu de retour à l'essentiel, de sortie du mental, de déconstruction, où on essaye comme ça de revenir au monde tel qu'il est, hem, en enlevant les histoires, les représentations et tout ce qu'en fait qu'on croit sur soi, sur le monde. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que l'approche cataphatique, donc l'approche qui essaie de déterminer ce que Dieu est, a été repris d'une certaine manière, à son compte par toute l'entreprise scientifique moderne. En fait, on essaye de comprendre le monde en accumulant des connaissances, en faisant des théories, en les vérifiant, en bâtissant une sorte d'arbre des connaissances, où les choses s'appuient les unes sur les autres. Et donc ça, c'est une approche où en fait, on essaye d'accumuler de la connaissance, de monter en abstraction, de monter en complexité, avec des risques aussi de trop abstraire et en fait de s'éloigner du concret et de produire un certain nombre d'erreurs, d'abstraction qui peuvent être assez graves, hein. Et donc l'approche apophatique, qui consiste à dire ce que Dieu n'est pas, ce serait une approche qui est un peu réexplorée en ce moment par les néo-spiritualités. Certains parleraient même de New Age, même si c'est un terme qui, au fond, n'est pas vraiment défini et qui est un peu une sorte de pot-pourri où certaines personnes mettent tout ce qu'elles veulent. Mais en tout cas, dans les néo-spiritualités, souvent inspirées des philosophies orientales, il y a cette idée, en fait, que le monde occidental se serait, trompé, se serait égaré, aurait voulu créer des cathédrales de la pensée. Il y a Idriss Aberkan qui a sorti une vidéo récemment sur cette notion de cathédrale de la pensée, où il dit que en fait, l'Occident a voulu comme ça créer des cathédrales de la pensée où tout était des édifices conceptuels très structurés, mais qu'au fond, quand on finit par creuser les choses au-delà d'un certain point, on se rend compte que rien ne tient debout et que tout se mord la queue, que tout est auto-validant et tout. Et donc l'approche opposée, c'est un peu cette espèce de retour aux choses telles qu'elles sont. Et si on regarde ce schéma, on pourrait dire que, l'approche apophatique, donc l'approche un peu des néo-spiritualités, inspirées de l'Orient, tend en fait à partir du bas pour remonter jusqu'en haut, et essayer d'atteindre Dieu qui serait à cet endroit-là, en remontant comme ça. Et l'approche, occidentale scientifique, mais il y a aussi d'autres approches par le passé qui ont essayé de faire ça aussi, est une approche donc, cataphatique, qui consiste à, alors après bon ça dépend. Mais dans l'idée, en fait, on va descendre de plus en plus pour essayer de monter de plus en plus en abstraction et en abstrayant de plus en plus, en créant des catégories de plus en plus, générales, de plus en plus systémiques, de plus en plus méta, de plus en plus englobantes, ce qui est pas mal ce que je fais sur ma chaîne aussi d'ailleurs. Et ben, en fait, on finirait par, en quelque sorte, boucler et retrouver, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la réalité, et cetera. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les 2 approches, d'une certaine manière, mènent au même point, étonnamment. Et en même temps, les 2 approches échouent toutes les 2 d'une manière particulière, à arriver à ce point-là.
Déjà parce que, je pense que c'est ontologiquement impossible et ensuite parce que chacune des 2 approches, quand elles sont trop investies, finissent par conduire à une sorte d'impasse qui d'ailleurs peut créer un certain nombre de problèmes, un certain nombre de dégâts, j'ai envie de dire et voire même mener jusqu'à une forme de folie, hein, disons-le clairement. Et notamment dans ma vidéo où je parlais de Léo Goura et du plus grand piège de la spiritualité, qui à mon avis est aussi un piège dans lequel est tombé, le groupe un peu sectaire dans lequel j'étais avant. En fait, ce sont, des gens, donc les Léo et mon groupe et d'autres, hein, il y en a plein d'autres, qui justement, se disent: «Bah, en fait, cette recherche de compréhension du tout par l'accumulation de connaissances, ça fonctionne pas. Donc en fait, on doit revenir à l'expérience directe, on doit revenir aux expériences». Il y en a même certains qui utilisent des psychédéliques et tout pour essayer de revenir, plus dans l'expérience concrète ou dans des expériences altérées et tout. Et l'idée, en fait, c'est qu'en revenant au niveau de l'expérience, au niveau des objets, et ben, potentiellement, on pourrait, toucher une réalité qui a été perdue par les niveaux, descriptifs et par les niveaux des inférences et cetera et cetera. Et cette vérité profonde pourrait, en théorie, nous permettre d'atteindre, ce qui s'appellerait le réel. C'est aussi pour ça que pas mal de personnes dans la néo-spiritualité, vont dire en fait que, la structure fondamentale de l'univers, c'est la conscience, que tout est conscience, que tout est, expérience, que nous sommes l'univers qui s'expérimente lui-même. Parce qu'en fait, si on se plonge dans le niveau de l'expérience, dans le niveau des objets et qu'on vire tous les concepts, tout le mental, en imaginant même que ce soit possible, hein, moi je pense que c'est un tendre vers, mais que c'est jamais parfaitement, réussi et que ça fait partie d'ailleurs des limites de l'approche. Mais en tout cas, si on s'approche de ce truc-là, on a tendance à vivre ce que, beaucoup de gens ont décrit comme des expériences d'éveil. Et donc quand on se, plonge là-dedans, effectivement, par contraste, on touche une forme de profondeur que ceux qui sont trop identifiés à leur mental, à leur concept, ne peuvent pas toucher. Le risque de se plonger dans ce niveau-là, c'est de confondre le niveau des objets avec le niveau des processus et de croire que sous prétexte qu'on a éliminé tout le mental et qu'on s'est plongé dans sa petite expérience directe, alors notre expérience est au fond, comparable à la nature de Dieu. Et ça, bah, quelqu'un comme Léo Goura, par exemple, l'a très clairement exprimé dans une vidéo qu'il a sortie sur le solipsisme. Léo Goura, qui est quelqu'un qui a quand même plus d'1 million d'abonnés, qui fait des vidéos sur la spiritualité, où en fait il explique aux gens qu'est-ce que c'est que la nature de la vérité, du réel, de Dieu, etc. Léo Goura, concrètement, dans sa vidéo sur le solipsisme, nous explique que, en gros, le niveau des objets, le niveau de l'expérience est littéralement le niveau des processus, le niveau des événements, et qu'en fait c'est Dieu. Et que si vous plongez très profondément là-dedans, bah, en fait vous allez vous rendre compte que vous êtes Dieu. Et c'est comme ça en fait qu'il y a pas mal de gourous, de gens de la néo-spiritualité qui finissent par vriller un peu et par se prendre pour des espèces de... soit pour Dieu, soit en tout cas pour des émissaires de Dieu, des espèces de prophètes de Dieu, parce qu'en gros, sous prétexte qu'ils ont pu toucher des états qui s'émancipent des représentations mentales, ils pensent que ces états-là sont en quelque sorte, le divin lui-même, sont une expression du divin et comment dire? Et que depuis ces états-là, et ce qui d'ailleurs a dé c'est une idée qui a déjà été tentée plus ou moins par l'approche phénoménologique, ça c'est encore autre chose, mais en gros l'approche phénoménologique, essaye déjà en fait de revenir à ce truc-là et de voir comment est-ce que ce truc-là produit ce truc-là. Bref, donc c'est même pas un truc, si méconnu que ça, hein. Il y a déjà des philosophes, des épistémologues qui se sont penchés là-dessus, mais en gros, quand on revient là-dedans, et bah, effectivement, on se retrouve dans une forme de solipsisme expérientiel. Et donc, bah, si on pense que, c'est la limite en quelque sorte, et ben, on va se retrouver dans un état où, quelque part, on pense qu'on a, levé toutes les illusions et qu'on a atteint le réel. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après, du coup, les gens vont vouloir parler de ce qu'ils ont vécu et ils vont vouloir commencer à créer un discours sur le réel. Et donc non seulement ils vont prendre ceci en croyant que c'est ceci, mais en plus, ils vont parler à ce niveau-là ou à celui-là ou même encore après, en croyant que fondamentalement ils parlent de ça. Et quelque part, si dans certaines spiritualités on dit que le Tao dont on peut parler n'est pas le Tao,
Bah, c'est parce qu'en réalité, si on prétend parler de ça et encore plus de ça, en tout cas, sans réaliser que la carte n'est pas le territoire et qu'on est en train d'inférer des choses et de créer des représentations, et si en plus on se raconte qu'on parle depuis la source ou je ne sais quoi, voilà, et qu'on peut se permettre en fait, d'expliquer aux gens la vie, de leur dire ce qu'ils doivent faire et tout, parce qu'on aurait, atteint cette espèce d'absolu ou je ne sais quoi, bah là on est vraiment dans ce qu'on appelle le perchage spirituel et ça crée pas mal de soucis. Voilà. Mais d'autres soucis, pas forcément plus sympathiques, existent dans la démarche inverse et la démarche inverse peut conduire à une forme un peu de tyrannie ou de machiavélisme, où en fait, on pense qu'on a tellement compris le monde d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue technique, qu'en fait, on s'autorise en quelque sorte à user de stratégies violentes et à imposer nos vérités, aux autres, que ce soit dans une approche, religieuse où on prétend qu'on a tout compris parce qu'en gros on a lu les bons livres, où on a la bonne interprétation théologique des choses, ou par des approches, scientifiques, scientistes, où quelque part on estime que, on peut au hasard forcer des gens à s'inoculer certains produits parce que, la science nous dit que, pour le collectif, pour tout le monde et tout, c'est le meilleur moyen de se protéger contre des maladies et il y a pas de doute et c'est vérifié et tout. Donc l'approche par le bas peut aussi avoir un certain nombre de soucis. Et donc finalement, comment en fait ça fonctionne, comment ça s'articule ce système? Bah, en gros, c'est simple. On a le réel qui est là, on a le monde des processus, et là-dedans, il y a tout ce qui se passe. Et dans tout ce qui se passe, on peut isoler des éléments qui sont représentés par les trous, et de ces éléments, on peut créer des liens, et ces liens, en fait, vont nous permettre de créer des sortes de... En fait, on pourrait dire que c'est le fameux A égale B, c'est le processus magique, en fait. Parce que en soi, si on veut vraiment comprendre la nature des choses, la vraie nature des choses, c'est A égale A. Les choses sont ce qu'elles sont, point barre. Et ça, c'est le niveau des processus, c'est le niveau des événements. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe, point barre. Mais si on veut pouvoir commencer à l'interpréter, alors on doit créer du A égale B, on doit créer une sorte de transformation magique, et on doit faire des inférences. Donc on doit tirer le fil, et vu qu'on ne peut jamais tirer tous les fils de la réalité en même temps, on doit seulement en tirer que certains. Et donc il y a certains éléments de la réalité qui vont être perçus par notre système, qui vont être perçus par notre conscience, et ça va donner le niveau des expériences, donc le niveau des objets. Et alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun processus volontaire qui a été mis en place pour extraire ces éléments de l'univers et les faire apparaître dans notre perception. Le processus est totalement automatique, on pourrait même dire que c'est en quelque sorte l'univers lui-même qui produit notre expérience, qui produit notre perception. À ce niveau-là en tout cas. Si on abordait ça d'un point de vue, disons, psychocognitif, en fait, ce niveau-là, c'est toutes les informations qui vont pouvoir être perçues et traitées par notre cerveau. Et ça va être toutes les sensations à un stade encore non verbal. Donc ça va être les couleurs, les sensations, ça peut être des émotions aussi. Mais c'est quelque chose qui donc, se passe avant même l'idée de catégorie. Au niveau des objets, on ne distingue pas une chaise d'une table, d'un stylo ou quoi. Au niveau des objets, ceci, c'est pas un stylo, ceci est une expérience. Une expérience qui est indescriptible puisqu'on n'a pas encore atteint le niveau de la description. Et pourtant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est déjà quelque chose, c'est déjà une perception, et c'est déjà un filtre imposé au réel. C'est-à-dire que ceci n'est pas un stylo, mais ceci n'est pas le réel non plus. Ça, c'est le niveau des expériences. Donc ils mettent un petit Apple entre guillemets, mais en fait c'est l'expérience de la pomme avant même qu'elle puisse être nommée pomme, par exemple. Et en fait on peut imaginer, bon là c'est une représentation simplifiée, mais on peut imaginer en fait qu'il y a plusieurs, enfin dans cette expérience, en fait on peut faire plusieurs expériences et on peut avoir des souvenirs d'expérience aussi. En fait on pourrait étirer le truc en faisant des parallèles comme ça. On pourrait créer plusieurs objets au niveau descriptif, au niveau des inférences, au niveau des généralisations, et faire une sorte d'arbre. C'est fait d'ailleurs dans certaines représentations. En fait, il y a des fils qui partent de là, qui viennent vers là, et ça fait des liens comme ça, et il y a plein de fils qui se relient les uns avec les autres.
On pourrait dire aussi que quand on fait une expérience scientifique, le processus de l'expérience scientifique tend en fait à partir dans l'abstraction et quand on est suffisamment abstrait, en fait, on revient faire une expérience, donc en fait, on revient au niveau des objets, puis on essaie de décrire et tout, donc il y a des processus qui font des boucles comme ça et qui construisent du savoir petit à petit en bouclant. Donc en fait, c'est vraiment une représentation simplifiée et au fond, le processus est beaucoup plus, complexe et beaucoup plus chaotique que ça. En fait, c'est une sorte d'arc qui part dans tous les sens avec des processus de rétroaction comme ça et qui est en évolution perpétuelle. Et si en plus on imagine que, si en plus on imagine qu'il y a différents êtres humains qui perçoivent la réalité, qui construisent leur sens chacun de leur côté et que les trucs se relient entre eux par la suite. Si on imagine par exemple que derrière, chaque être humain, il y a une expérience d'être humain, donc au niveau objet, et que derrière chaque expérience d'être humain, il y a un processus d'être humain, et de plein d'autres choses, et que tout ça, ça communique et tout. Bon, vous imaginez un peu le bordel du truc. Mais c'est justement parce que ce truc est trop bordélique et trop complexe, qu'on fait des simplifications et des représentations comme celle-ci. Donc vous expliquez le niveau des objets, et si on descend encore, ben on arrive au niveau descriptif, qui est le premier niveau lié au langage de représentation au symbolique. Et déjà, ça, c'est vraiment un gros chemin sur un plan cognitif d'en arriver là, parce que, a priori, les êtres humains sont les seuls êtres vivants qu'on connaisse qui peuvent atteindre ce niveau-là, ou en tout cas, il y a peut-être des formes extrêmement prototypiques chez certains animaux, mais c'est vraiment très peu développé. Ça dépend, en fait, il y a pas mal de débats sur la question, ça dépend comment est-ce qu'on considère les choses. Euh, Moi, potentiellement, j'aurais peut-être même tendance, en fait, à dire qu'entre le niveau descriptif et le niveau des objets, il y a peut-être encore un niveau intermédiaire. Moi, j'aurais tendance à distinguer les expériences directes, donc vraiment en mode non-dualité, aucune séparation de rien à rien. Et moi, je créerais une petite catégorie entre les deux qui serait le niveau des objets perçus. C'est-à-dire le fait, par exemple, de pouvoir, je sais pas, si on me lance ce stylo, je peux avoir le réflexe de l'éviter sans avoir été capable de l'identifier et de le nommer d'une manière conceptuelle. Mais déjà, j'ai une forme de perception intuitive que c'est un objet qui se distingue de l'environnement, et donc déjà pour moi, ça ce serait un stade intermédiaire, et donc pour le coup ce stade intermédiaire, c'est un stade auquel les animaux, pour la plupart en tout cas a priori, ont accès aussi. Peut-être pas les plantes, je sais pas, peut-être pas certains animaux très, très simples, mais en tout cas il y a clairement plein d'animaux qui ont accès à ce niveau-là, qui sera entre les deux. Et donc le niveau de description, ça serait un niveau qui a priori serait typiquement humain, et donc c'est un niveau en fait où on va simplement décrire ce qui se passe. Et alors du coup, je vais vous proposer une petite mise en situation, parce que ce qui est très intéressant en fait avec la sémantique générale, c'est que on retrouve des principes qui notamment peuvent être appliqués en communication non violente. Et c'est quelque chose que j'avais déjà anticipé d'ailleurs avec ma vidéo Le vrai n'est qu'ancrage hypnotique. D'ailleurs, pour tous les liens que vous voyez là, bon, peut-être pas les premiers, et encore ça se discuterait, mais en tout cas tous les liens que vous allez avoir par la suite, ce sont des ancrages hypnotiques au sens où je l'entends. Eh bien, dans cette vidéo, j'anticipais qu'on pouvait aussi se servir de cette vision des choses pour décrire par exemple ce qui peut se passer dans un processus comme la CNV. Et donc en communication non violente, il est dit en fait qu'on a tendance à créer des conflits entre nous et à se perdre au niveau des catégorisations plus avancées, donc des inférences, des généralisations, etc. Parce qu'en fait, on fait des inférences et des généralisations qu'on confond avec de simples descriptions, ou encore pire, avec les expériences, et encore pire avec ce qui est, donc là franchement on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc en fait, vu qu'on a tendance à confondre les niveaux d'abstraction plus élevés avec les niveaux d'abstraction moins élevés, et bien vu que forcément, plus on part dans l'abstraction, plus on va arriver à des divergences de points de vue. Si on n'est pas capable de comprendre sur quel niveau d'abstraction on est, ben on va avoir tendance à créer des conflits. Et en CNV, il y a la distinction entre les observations et les jugements. Donc on pourrait dire que les observations, ça s'arrête là, et que les jugements, c'est ce qu'il y a après, c'est ce qu'il y a à partir du niveau des inférences.
Et là, du coup, bah, on voit bien le lien entre la communication non violente et la sémantique générale. C'est que, par exemple, si je suis dans une situation où il y a un homme, mettons Albert, qui parle à une femme qu'on va appeler Jeanne, et mettons que je me place dans le point de vue de la femme, et ben dans cette situation, au niveau des événements, il se passe ce qui se passe, point barre, c'est totalement indescriptible. Donc en fait, il n'y a même pas de Jeanne, il n'y a même pas de Albert, il n'y a même pas d'êtres humains, il y a simplement ce qui s'est passé et personne n'a rien à dire là-dessus. C'est totalement, non seulement c'est en dehors de notre capacité de penser, mais c'est même en dehors de notre capacité à percevoir. Et pourtant, d'une certaine manière, c'est ce qu'on postule et c'est ce sur quoi on essaye d'inférer, mais fondamentalement, c'est totalement invisible. Si on descend au niveau des objets, eh ben, il y a, moi je suis Jeanne et je fais une expérience d'Albert, donc le Albert entre guillemets, mais à ce stade, je peux rien dire sur lui, je ne peux même pas vraiment le nommer. Au niveau des descriptions, euh, je peux dire Albert Albert me parle avec un niveau d'intensité dans sa voix qui est assez élevé. Donc Albert me parle fort. Encore que fort, c'est déjà un peu un jugement, mais bon, c'est des niveaux un peu théoriques, on va dire que voilà, Albert me parle fort. Ça, c'est une description. Si on descend au niveau des inférences, on pourrait dire par exemple Albert est en colère contre moi. Donc là, on va commencer à faire des déductions et on va s'appuyer, c'est au niveau des similarités, donc on va s'appuyer sur d'autres expériences qu'on a déjà vécues et par exemple, oui, bah, quand les gens, me parlent fort, c'est qu'ils sont en colère contre moi. Donc si après, depuis le niveau des inférences, on passe au niveau des généralisations, on pourrait dire par exemple, Albert est toujours en colère contre moi. Ou on pourrait dire, Albert est quelqu'un de colérique. Albert est quelqu'un qui s'emporte facilement. Donc ça, c'est la généralisation. On tire une propriété générale à partir d'un événement particulier et d'inférences qu'on a fait par rapport à cet événement. Albert a quelque chose contre moi aussi, peut-être. Et alors, on pourrait monter encore plus dans les niveaux d'abstraction, parce que là, il n'y a que les 3 premiers niveaux qui ont été représentés sur ce schéma. Mais si on monte à un niveau d'abstraction supplémentaire, par exemple, alors il n'y a pas vraiment de consensus en fait sur quels sont les différents niveaux. Apparemment, Korzybski, il insistait surtout sur le fait qu'il faut déjà comprendre qu'il y a plusieurs niveaux et essayer de voir en fait si on est beaucoup dans l'abstraction, un peu dans l'abstraction. En fait, si on montait des niveaux d'abstraction encore plus élevés, on pourrait commencer à faire des théories, par exemple. Ça sera un niveau d'abstraction encore plus important. Et on pourrait faire une théorie qui dirait, par exemple, ah bah oui, Albert est un homme, moi, Jeanne, je suis une femme, et en fait, les hommes ont tendance à s'énerver contre les femmes quand les femmes ne font pas ce qu'ils veulent, quand elles ont tendance à ne pas se soumettre à ce qu'ils veulent. Et effectivement, bah là, Albert, il me crie dessus parce que j'ai pas accepté de faire quelque chose qu'il m'a demandé, et donc ça l'a énervé. Et donc, bah, c'est bien parce que en fait, les hommes, ils ont tendance à s'énerver contre les femmes dans ce genre de situation. Et là, on a fait une théorie. Alors, c'est pas forcément une théorie scientifique, mais en tout cas, ce qu'on appelle les théories scientifiques euh, se placent généralement à ce niveau d'abstraction-là. Mais en fait, on fait tous des théories tout le temps. Sur en fait comment fonctionne le monde à partir des généralisations qu'on a fait, des choses qu'on a vécues et tout. Et voilà. Je rappelle qu'au départ, tout ce qu'on a, c'est Albert qui parle à Jeanne avec un volume sonore assez élevé. Et on sait rien de plus. Et encore, ça c'est le niveau descriptif, et déjà le niveau descriptif est une sélection particulière par rapport à tout ce qui se passe dans la pièce. En fait, il se passe sans doute plein d'autres choses dans la pièce. Albert fait sans doute un certain nombre de choses intéressantes qu'on pourrait dire sur Albert aussi. Il y a peut-être d'autres personnes dans la pièce, il y a peut-être du décor dans la pièce. Peut-être qu'on est dans une pièce ou pas dans une pièce, peut-être qu'on est dehors, peut-être qu'on est dedans, peut-être que c'est quelque chose qui sera important de prendre en compte aussi. Et donc voilà, c'est tout ça qu'il faut garder en tête, hein. Et de tout ça, on en est arrivé à une théorie générale sur les niveaux d'humeur des hommes en fonction de ce que les femmes font. Ça, c'est le niveau des théories. Après, on pourrait descendre encore
ce serait le niveau des métathéories. Par exemple, une métathéorie, ça pourrait être de dire que, René Girard, a produit une théorie sur, une métathéorie du coup, sur, la violence chez les êtres humains qui repose en fait sur le désir mimétique. Et on pourrait dire que en fait, la violence des hommes sur les femmes dans certaines situations n'est qu'un cas particulier d'un processus plus général qui est, la violence mimétique entre les êtres humains, qui a lieu parce qu'au fond, chaque être humain, heu, désire des choses et il ne peut désirer que ce qui a été désiré par d'autres êtres humains et vu qu'il ne peut désirer que ce qui a été désiré par d'autres êtres humains et qu'il tend, pour différentes raisons qui sont précisées dans la théorie, à désirer, en fait, beaucoup de gens désirent de plus en plus certaines choses qui sont vues comme plus désirables. Il y a un peu un phénomène d'entraînement qui fait que de plus en plus de gens vont désirer une même chose et plus des gens désirent une même chose, plus ça crée une raréfaction des ressources et cette raréfaction des ressources crée de la violence parce que vu que tout le monde veut la même chose et que tout le monde ne veut pas l'obtenir, alors on se bat pour essayer d'obtenir cette chose malgré tout et ça crée de la violence. Violence qui se oriente contre des boucs émissaires que du coup on va rendre responsables du fait qu'on n'arrive pas à obtenir les choses et des maux dans la société en général. Alors qu'en fait, s'il n'y avait pas le désir mimétique, bah, en fait, on pourrait désirer d'autres choses, et donc du coup, bah, il y aurait plus il y aurait plus de pénurie de ressources parce qu'en fait, on désirait plus tous les mêmes choses. Et donc, finalement, Albert et Jeanne, dans cette histoire, qu'est-ce que ça raconte par rapport à cette métathéorie qui est la théorie du désir mimétique? Et ben en fait, bien évidemment, Albert, c'est un homme qui se considère comme un homme et les hommes dans notre société, partagent un désir mimétique envers le pouvoir et donc Albert veut avoir du pouvoir, sauf que le pouvoir, tout le monde ne peut pas en avoir et donc Albert essaye de s'imposer en parlant fort et en engueulant les gens, parce que déjà ça lui permet d'exercer, un pouvoir qui est le contrôle sur les autres et en plus, le fait qu'on puisse lui résister, le ramène au fait qu'il a pas autant de pouvoir qu'il aimerait et donc ça l'énerve et donc il cherche un bouc émissaire et voilà et donc on a fait une méta-théorie qui peut être totalement bullshit d'ailleurs, hein, que plus on monte dans les niveaux d'abstraction, plus il y a moyen de se tromper d'une manière encore plus magistrale, hein. Et donc au niveau de la méta-théorie, bah, on a une sorte de compréhension générale des mécaniques de la violence qui explique pourquoi est-ce que, Albert, semble crier sur Jeanne. Donc en fait, on pourrait aller encore plus loin. On pourrait aller au niveau des paradigmes. Par exemple, au niveau des paradigmes, on pourrait dire que, l'univers fonctionne selon, le niveau des paradigmes, c'est un peu le niveau des, voici la nature de l'univers. Quand vous pouvez commencer à expliquer, à résumer en fait en quoi consiste la vie, l'existence, l'univers, les relations entre les êtres humains, hem qu'est-ce que c'est qu'une bonne personne? Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise personne? Et que vous avez comme ça une théorie globale qui dirige un peu toute votre vie, là vous êtes au niveau, des paradigmes. Certains parleraient aussi au niveau des idéologies. Et bah, au niveau des paradigmes, on pourrait dire par exemple que, l'univers en fait est une sorte en fait l'univers obéit au principe de la seconde loi de la thermodynamique. Et la seconde loi de la thermodynamique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, l'univers ne peut aller au fil du temps que vers de plus en plus de désorganisation, de disharmonie et de chaos. Qu'en fait, il perd en structure, il perd en ordre, il se désagrège au fil du temps. Et ce phénomène de désagrégation, on pourrait dire que c'est la nature profonde de la violence. Et si c'est la nature profonde de la violence, ben on pourrait dire que tout ce qui semble ne pas être de la violence, créer de l'ordre, de l'harmonie entre les gens et tout, ce serait ce qu'on peut appeler la négantropie, donc c'est l'augmentation de l'ordre, du lien, de la cohésion entre des éléments de l'univers, sauf qu'en fait, ce que nous dit la loi de la seconde, ce que nous dit la seconde loi de la thermodynamique, c'est que l'ordre à un endroit local se fait au prix d'un désordre à l'extérieur du système. En fait, le système est une structure dissipative qui crée du désordre à l'extérieur de lui-même. Et donc, bah, si le système crée du désordre à l'extérieur de lui-même,
Ça veut dire qu'au fond, tout, tout système qui cherche à défendre son existence va créer de la violence à l'extérieur de lui. Et donc, bah, Albert cherche à défendre son existence en créant de la violence sur Jeanne. Et accessoirement, même si Albert et Jeanne arrivaient à s'entendre, bah, ça se ferait au prix de la création de violences sur des systèmes extérieurs et tout. Bon, c'est une vision très pessimiste et auquel je ne crois pas tant que ça en réalité. Mais, mais justement, c'est aussi une manière de montrer qu'avec les niveaux d'abstraction, on peut en arriver à des conclusions très radicales en partant d'événements à la base assez anodins, quoi. Et on peut en arriver à tirer des lois sur toute l'existence, toute la création, tout ce que vous voulez. Et donc, bah voilà, au niveau des paradigmes, on pourrait dire finalement que l'univers euh, n'est qu'une sorte de lutte perpétuelle entre l'ordre et le chaos, où le chaos finit toujours par gagner, et au fond, la violence est inévitable et peut tout au plus être déplacée, comme dans le cas de l'interaction entre Albert et Jeanne. Et c'est pas tout, parce qu'on peut aller encore à un niveau d'abstraction supplémentaire. On peut aller au niveau des métaphores et de la symbolique. Donc par exemple, au niveau des métaphores et de la symbolique, cette danse entre l'ordre et le chaos et ce principe thermodynamique, au fond, on pourrait le résumer par la symbolique du yin et du yang. Le yin et le yang, c'est l'ordre dans le chaos dans l'ordre, et c'est le conflit éternel entre les opposés, et ça décrit des cycles d'agrégation, désagrégation, d'équilibre et tout. Et là, du coup, on arrive à un niveau où, en fait, on commence à toucher des vérités plus profondes ou qu'on s'imagine plus profondes, et quelque part, on commence à s'émanciper même de notre capacité à produire du sens d'une manière conceptuelle au niveau classique. On est plus dans la suggestion, dans la sensation, dans l'impression, plutôt que dans la catégorisation au sens mental, usuel du terme, quoi. C'est vraiment là, on essaye de toucher encore des vérités plus profondes, et c'est d'ailleurs, on se rend compte que ce qui est marrant, c'est que en montant vers le niveau des objets, on a tendance à aller vers les approches spirituelles, mais en descendant aussi beaucoup dans le niveau des abstractions, on finit par se rapprocher aussi de certaines approches spirituelles. Donc on commence à voir un lien en fait entre le haut et le bas, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi. Et si on devait descendre encore plus, ou en tout cas si on devait monter encore plus dans les niveaux d'abstraction, eh ben on pourrait carrément arriver au niveau de l'indicible. Et le niveau de l'indicible, c'est le moment où on prend conscience qu'au fond, on ne sait rien, on ne peut rien connaître, que l'univers est une sorte de chaos, d'une complexité totalement indéfinissable, où quelque part, en fait, on réalise par le concept. En fait, on pourrait dire que c'est la dernière étiquette, là, c'est celle qui est représentée là, qui est un peu déchirée. À ce niveau-là, en fait, on réalise que le réel, la réalité de l'univers, est quelque chose de profondément indicible, qui nous dépasse complètement, qui nous transcende totalement. Et d'une certaine manière, au niveau de l'indicible, on finit par recréer le pont qui nous ramène jusqu'au niveau des événements et au niveau, entre guillemets, de la réalité telle qu'elle est, du réel profondément. Et on ne l'atteint pas, hein, mais on commence à tendre à nouveau vers lui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de similarités entre ce niveau-là et le niveau des expériences, à ceci près qu'au niveau de l'indicible est conscient. On a conscience du fait que c'est indicible, et on a réalisé que c'était indicible en allant jusqu'au bout du processus d'abstraction. C'est l'abstraction ultime. Et on voit aussi que c'est l'abstraction la plus perchée, la plus déconnectée de la réalité, parce que en réalité, ok, la nature profonde de l'univers est indicible, mais si vous avez besoin de faire quoi que ce soit dans le monde, le fait de réaliser que tout est indicible et d'en rester là ne va pas forcément vous aider beaucoup à réaliser quoi que ce soit dans votre vie. Donc on voit aussi à quel point plus on monte dans les abstractions, moins ça a tendance à devenir fonctionnel. Ça décrit des choses de plus en plus larges, de plus en plus systémiques, systématiques, mais à certains moments, il faut bien redescendre pour pouvoir passer à l'action et poser des actes concrets.
Enfin, peut-être pas jusque-là, du coup, encore que, mais en tout cas, au moins dans les premiers niveaux, quoi. Les niveaux fonctionnels, on va dire. Et donc là, bah, vous avez vraiment la possibilité d'avoir une représentation très, très subtile, en fait, et au fond très fonctionnelle d'ailleurs, de tous les liens possibles et toutes les constructions de sens entre le réel et l'abstraction. Et alors pour terminer avec cette vidéo, j'avais juste envie de vous présenter une autre représentation qui fonctionne sur le même principe. Alors les catégories sont pas forcément les mêmes que celles que je vous ai présentées là, mais en tout cas, il y a aussi cette idée de monter dans les niveaux d'abstraction. Et donc là, c'est avec l'exemple d'une vache. Au niveau des phénomènes, au niveau du réel, bah, la vache, en fait, consiste ultimement en atomes, électrons, et cetera, et encore ça, c'est seulement par rapport à l'état actuel de la connaissance scientifique, mais en fait, potentiellement, ça va même bien, bien au-delà de ça. Donc c'est totalement indescriptible, impensable et infini et ça change en permanence, oui, parce qu'en plus, chaque fois qu'on essaye de fixer quelque chose, en fait, on sait que même au niveau fondamental de la structure des choses, il y a même si on en reste au niveau des atomes, de la physique quantique et tout, qui n'est pas réellement ce niveau-là, hein, mais si on imagine que c'est ça, bah, du coup, en fait, il y a des échanges, d'électrons, de particules et tout en permanence, donc en fait, cette espèce d'entité qu'on croit être une vache, en fait, c'est une espèce de truc mouvant, flou, qu'on reconstruit comme étant une vache, alors qu'en fait, ça arrête pas de bouger dans tous les sens. Ça, c'est le niveau 1. Au niveau 2, c'est la vache telle qu'elle est perçue avant de pouvoir être nommée. Au niveau 3, c'est cette vache particulière qui a des caractéristiques particulières et qui s'appelle Bessie. Au niveau 4, c'est la catégorie vache, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est une vache parce que elle est semblable à toutes les autres entités qu'on appelle des vaches aussi. Donc on l'a catégorisée. Au niveau 5, on l'a mis dans une catégorie plus grande qui est la catégorie du bétail. Au niveau 6, on a dit qu'en gros, bah, c'est un bien de la ferme, c'est un actif de la ferme. Donc on est dans une perspective plutôt entrepreneurial business. Au niveau 7, on dit que c'est un bien en général, c'est un actif en général. Et au niveau 8, bah, c'est de la richesse, en fait, elle fait partie d'un patrimoine, voilà quoi. Et on pourrait monter encore plus dans les niveaux d'abstraction. Et en fait, quand on arrive au niveau 8, on n'a plus grand-chose en fait de ce qui constitue Bessie à l'origine, quoi. Donc ceci était la partie 1 sur le relatif et l'absolu. Je vais sortir une partie 2 que je vais appeler sans doute par-delà le relatif et l'absolu, l'intégratif, et qui permettra en fait d'expliquer qu'est-ce on peut faire concrètement et comment est-ce qu'on peut penser le monde quand on a réalisé en fait cette distinction entre le relatif et l'absolu, et quand on a réalisé aussi notamment qu'il pouvait y avoir deux façons en fait d'essayer de s'approcher en l'atteignant jamais bien sûr de ce qu'on pourrait appeler le réel et que ce soit par l'expérience ou par l'abstraction. Quand en fait on a atteint ce niveau de complexité et qu'on a compris qu'en fait les deux démarches étaient d'une certaine façon une impasse, et ben en fait on va commencer à développer des approches intégratives qui permettent de relier le haut et le bas, sachant que le haut et le bas sont pas forcément les mêmes en fonction du point de vue qu'on a, hein, mais ça va permettre de relier bah, les abstractions les plus complexes et les expériences les plus directes, et, euh, et d'une manière en fait à jouer un peu avec les niveaux de représentation, à jouer un peu avec les expériences, enfin bref. Tout ça, c'est l'approche intégrative. C'est aussi une approche que j'ai développée dans mon séminaire sur la pensée complexe, et où j'explique, je prends le temps d'expliquer en fait euh, quelles sont les différentes approches partant de ce type de constat-là, pas forcément celui-là en particulier, mais ce type de constat-là, quelles sont les différentes approches qui permettent de penser le monde d'une manière à éviter en fait de confondre la carte et le territoire, et à intégrer la complexité, l'incertitude, les limites de la perception dans notre représentation du monde, avec, avec une vision qui est souple et évolutive et qui s'auto-actualise en permanence. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez parler de cette vidéo à vos connaissances.
Moi, je propose des séminaires. Actuellement, je propose un séminaire sur la pensée complexe et un autre, sur la spirale dynamique. Notamment, je parle dans cette vidéo du niveau jaune de la spirale dynamique. Et donc, j'explique en fait concrètement ce que c'est que le niveau jaune, notamment dans mes formations sur la spirale dynamique. Parallèlement, je suis aussi thérapeute et je propose des accompagnements thérapeutiques. Si vous voulez en apprendre plus sur mon approche, sur ce que je pense, et si vous voulez échanger directement avec moi, vous pouvez rejoindre le Discord Metadoxa qui se trouve dans la description. Si vous êtes plus intéressé par du soutien thérapeutique, notamment à l'attention des personnes en fait, qui se sentent différentes, neurodivergentes et souvent incomprises, et qui ont un peu du mal à trouver leur place dans le monde, vous pouvez rejoindre le Discord, le refuge des Désenchantés, qui est aussi sous la description. Merci et salut!